Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Humains, animaux, environnement. Une seule santé, une seule planète. Voilà comment résumer en quelques mots l'approche intégrée One Health au cœur d'un grand sommet organisé à Lyon le 7 avril dernier. Alors, événement phare de la présidence française du G7, il a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales, des scientifiques, des collectivités locales et des représentants de la société civile pour renforcer la capacité de nos systèmes de santé à faire face aux crises sanitaires et écologiques. En 2020, c'est bien une crise sanitaire, le Covid, qui nous rappelait brutalement à tous et toutes combien la santé des écosystèmes des animaux et des humains sont interdépendantes, qu'il s'agisse de la destruction des habitats sauvages qui forcent animaux et humains à se rapprocher, ou le réchauffement climatique qui favorise le développement d'insectes vecteurs dont nous préférerions éviter de croiser le chemin. Nous partageons dans tous les cas la même maison. Alors parmi ces charmantes bébêtes, il en est une qui ne trouve aucune grâce à nos yeux, peut-être parce qu'elle se nourrit littéralement de nous. C'est la tique. 8 pattes, une tête fouisseuse, un corps gorgé de sang, pas très engageant. Et pourtant, ce n'est pas elle qu'il faut craindre, mais plutôt les bactéries et parasites qu'elle promène avec elle et peut à l'occasion nous transmettre. Et c'est bien pour cette raison que la tique fait l'objet d'une surveillance toute particulière. Notre invité ne nous dira pas le contraire, il est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire MIVEGEC pour maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle, c'est un peu long. Il signe dans One Health une revue narrative pour présenter les principales applications du séquençage au débit dans la surveillance vectorielle, l'épidémiologie et le diagnostic microbiologique des maladies transmises par la tique dans le cadre d'une approche une seule santé. Je reprends ma respiration. Olivier Duron, bonjour. Bonjour et merci pour cette belle introduction. Et bienvenue dans Allume la science. Elle n'a que 2 pattes, ce qui la rend beaucoup plus sympathique que la tique. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. En deuxième partie d'émission, nous retournons au CIRAD sur la plateforme de technologie alimentaire du laboratoire CaliSud pour visiter cette fois le laboratoire de mesures physiques, rhéologiques et texture des aliments. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... Alors Olivier Duron, je vous ai posé avant l'émission une question toute bête. Je vous ai demandé c'est quoi comme genre d'insecte la tique ? C'est pas un insecte. Eh ben oui, pas de chance. Eh oui. Mais l'erreur est commune, c'est un arachnide en fait, puisque les tiques ont 8 pattes, tout comme les araignées ou les scorpions. Donc ils sont beaucoup plus proches de ces animaux-là que des moustiques ou des mouches. Alors on la connaît assez mal, cette petite bestiole. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents stades ? Il en existe 3 ? Il en existe 3, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'il y a 2 grandes familles de tiques, mais pour la famille de tiques la plus connue, celle des tiques dures, en effet on va retrouver 3 stades différents, donc la larve, la nymphe et l'adulte, donc du plus petit au plus gros, et à chaque stade la tique va se nourrir une seule fois. Donc une tique, pendant tout son cycle de vie, en tout cas pour les tiques dures, ne va se nourrir et s'hydrater que 3 fois dans sa vie. Et ça peut être étalé sur de 1 à 5 ans. Ça relativise le côté un peu vampire, je trouve. Ça le relativise beaucoup. Par contre, elle peut manger beaucoup. Une femelle en fin de cycle peut multiplier son poids par presque 100. Alors vous parliez de certaines espèces, il en existe beaucoup des espèces de tiques ? Alors à ce jour, il y a 900 espèces décrites, il y en a sans doute un petit peu plus que ça, peut-être 100, 200, 300 de plus que ça. Mais il y en a très peu qui, in fine, vont piquer l'humain. Beaucoup de ces tiques sont en fait très spécialisées sur les animaux sur lesquels elles vont se nourrir. Et, il y a certaines espèces de tiques qui vont piquer que les amphibiens ou les reptiles, d'autres que les passereaux. D'autres les pigeons, on en a parlé après. Si vous allez en Guyane, il y en a qui ne piquent que des paresseux ou d'autres qui ne piquent que des capybaras.
Vous savez, ces gros rongeurs de 50 kg, vous avez des tiques qui peuvent être très spécialisées. Et inversement, et c'est celle-là qui nous intéresse dans un cadre un peu plus épidémiologique, vous avez des espèces généralistes qui peuvent piquer un petit peu tout ce qui se passe à partir du moment que c'est un vertébré terrestre. Et alors, parmi les vertébrés terrestres qu'elle peut piquer, il y a aussi l'être humain. Justement. Et si on les connaît un peu mieux, c'est justement parce qu'elles peuvent parfois transmettre des maladies. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces maladies qui peuvent être transmises par les tiques ? Alors, la plus connue dans l'hémisphère nord, c'est bien sûr la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, en fait, c'est causée par une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Mais les tiques peuvent transmettre également des virus, notamment des virus d'encéphalite, ou responsables de fièvre hémorragique, mais également des protozoaires, les éleveurs de chevaux connaissent bien, les pyroplasmoses, on peut trouver aussi chez les chiens, c'est assez dangereux pour ces animaux-là. Ce sont des protozoaires, donc des petits organismes unicellulaires transmis par les tiques, et c'est un petit peu moins connu, mais les tiques peuvent également transmettre des filaires, donc ce sont des petits vers parasites qui vivent dans les systèmes sanguins, ça concerne la faune sauvage, parfois les animaux domestiques, mais pas l'humain. Vous avez donc toute une palette. Pardon, et justement, dans toute cette palette, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le mécanisme par lequel les tiques peuvent nous transmettre éventuellement ces maladies ? Dans l'écrasante majorité des cas, la transmission se fait par morsure. C'est-à-dire quand la tique va se fixer sur son hôte, qu'il soit humain ou animal, et qui va commencer à injecter sa salive. Et dans cette salive, vous pouvez retrouver les pathogènes transmis par les tiques. Et vous qualifiez les êtres humains d'hôtes accidentels dans ces cas-là. On n'est pas prévu dans le cycle de la tique. En effet, les maladies à tiques vont rentrer dans la catégorie des maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui vont passer de l'humain à l'animal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les pathogènes transmis par les tiques ont un cycle naturel qui va s'opérer entre soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages et les tiques. C'est le cas de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Le cycle naturel va s'opérer entre des micro-rongeurs forestiers, donc des mulots, des campagnols, et les tiques. Par contre, si l'humain vient à être infecté par cette bactérie, c'est qu'en fait, il aurait été mordu par une tique qui, auparavant, s'était nourrie sur un campagnol ou un mulot infecté. Alors on a parlé de l'approche One Health en introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous dites dans votre publication que les maladies transmises par la tique sont un très bon exemple de la pertinence de cette approche. Pour quelles raisons ? Tout à fait. Vous l'avez un peu expliqué tout de suite. Alors cette approche One Health, une seule santé, repose en fait sur un triptyque qui va être la santé de l'humain, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Et si vous perturbez un seul de ces trois compartiments, vous pouvez jouer sur ce qui va se passer dans les deux autres compartiments. Et le cas des maladies à tiques s'y prête particulièrement bien, puisque le cycle naturel en fait, de ces maladies à tiques, de ces pathogènes, va se passer dans le compartiment sauvage. Donc si par exemple vous venez à perturber un environnement forestier, par exemple en détruisant les populations de renards, vous pouvez avoir comme effet négatif l'année suivante une augmentation des populations de campagnols ou de mulots, et de facto une circulation plus grande des pathogènes responsables de la maladie de Lyme dans les populations de rongeurs et les populations de tiques. Et du coup, un risque plus grand pour la population humaine. Ça rendrait le renard beaucoup plus sympathique si on expliquait que ça amplifie les tiques quand même. Pardon. La prévention par le renard, oui. On pourra. Alors votre publication, on va rentrer un petit peu dans la méthodologie parce qu'elle s'intéresse au séquençage à haut débit dans la surveillance des maladies transmises par les tiques. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ce séquençage à haut débit ? C'est quelque chose d'assez simple et dans l'idée, mais très complexe dans la réalisation. Concrètement, il consiste à prendre un échantillon biologique. Ça peut être un prélèvement humain, un prélèvement sanguin, une biopsie, ou alors une tique en entier, et à récupérer toute l'information génétique qui est contenue dans ce prélèvement. Donc typiquement, si vous prenez une tique et que vous faites du séquençage haut débit sur cette tique, vous allez récupérer l'ADN, ce matériel génétique, vous allez séquencer en très grande quantité le génome de la tique, le génome de tous les microbes qui sont associés à cette tique, et éventuellement même les restes de repas sanguins de l'hôte sur lequel la tique se sera nourrie auparavant. Alors, donc, vous venez de l'introduire, le séquençage, on s'en sert pour analyser donc, le microbiote des tiques. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? C'est pas l'ADN de la tique, mais c'est tous ces ADN, en fait, qui sont contenus dans la tique. Tous ces ADN, ça va dépendre de la question biologique. Si vous vous basez sur, si votre question est sur les risques infectieux, là, en effet, vous allez rechercher à caractériser tous les microbes
présents chez les tiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les tiques, en effet, vont transmettre des agents pathogènes, mais les tiques ont aussi leurs microbes à eux. Les humains ont leur microbiote à eux, les tiques ont aussi leur microbiote à eux, sachant même que les tiques vivent en fait en symbiose avec des bactéries qui leur sont nécessaires à leur survie. Les tiques sont des hématophages stricts, elles se nourrissent que de sang, et elles sont exposées à des carences nutritionnelles. C'est un grand classique dans le vivant, les animaux qui sont ultra spécialisés vont être exposés à des carences nutritionnelles, et vont avoir en général des interactions très pointues avec des microbes qui vont leur donner les éléments nutritionnels manquants, ici ce sont des vitamines B. Donc quand vous regardez le microbiote présent chez une tique, vous avez ces bactéries-là qui sont ultra dominantes. Et ça a peut-être été une des révolutions du séquençage au débit, c'était de montrer que dans le corps d'une tique, en fait, vous avez ces microbes pathogènes, mais en fait ils représentent une infime partie de la diversité ou de l'abondance même de ces bactéries. Donc ça a permis de relativiser un petit peu ce risque infectieux. Et puis en plus, en analysant ces microbes un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que des bactéries qu'on pensait être pathogènes, en fait, ne l'étaient pas du tout. Parce que juste en regardant le génome, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas les bons systèmes de sécrétion, pas les bons gènes impliqués dans les interactions avec les cellules de vertébrés, et qu'en fait, elles étaient extrêmement spécialisées sur les tiques et ne passaient jamais sur l'humain, ce qu'on a pu vérifier par la suite. Mais on imagine que ça fait beaucoup de monde tout ça dans un même échantillon. Comment on arrive à séparer tout ce monde-là et à redonner à chaque personne ce qui lui revient? Et voilà. Et oui, ça c'est un des gros travails. C'est là où je disais que c'est assez complexe puisque ça fait appel à énormément de bioinformatique et beaucoup de temps passé derrière un écran connecté à des clusters de calcul. Donc en gros, quand vous faites de la métagénomique, vous récupérez une quantité absolument astronomique de données. Et il faut analyser ça. Et ça, c'est impossible à l'échelle humaine. Vous ne pouvez pas faire ça avec un tableur Excel. Donc vous êtes obligé de passer par des approches bioinformatiques assez lourdes. Ça prend des jours, des semaines. Ça dépend un petit peu de la question que vous avez, du matériel que vous avez. Et avec toutes ces infos que vous avez, c'est d'informations génétiques. Et en fait, chaque organisme a sa propre signature génétique. Donc dans toutes ces informations que vous avez des procédures qui vous permettent de dire « Ah ben ça, c'est de l'ADN humain, ça, c'est de l'ADN de tique, ça, c'est de l'ADN de bactéries. » Et on peut même aller plus loin, quel type de bactéries, etc. Et alors, dans les méthodes de séquençage que vous citez dans la publication, il y en a plusieurs, notamment le séquençage métagénomique shotgun ou le séquençage basé sur l'amplification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quels sont les intérêts respectifs de chacune de ces deux méthodes? Voilà, là, ça va vraiment dépendre de la question biologique que vous vous posez. On va peut-être commencer par la méthode sur l'ADN amplifié. C'est celle qui est utilisée dans les études de microbiote. Que ce soit microbiote humain, animal, de la plante, du sol, de ce que vous voulez. C'est une méthode qui consiste à partir d'un échantillon biologique à amplifier à une très grande quantité un gène cible. Et là, quand on fait du microbiote bactérien, par exemple, on veut connaître toute la diversité bactérienne présente dans l'échantillon biologique. Donc vous allez cibler un gène conservé chez les bactéries, que toutes les bactéries vont avoir, vous allez l'amplifier en très grande quantité et vous allez le séquencer. Et vous allez avoir une approche semi-quantitative ici, parce que vous allez avoir ce gène en très grand nombre de copies que vous allez assigner à différents types de bactéries. Donc vous aurez non seulement la liste exhaustive de toutes les bactéries présentes dans l'échantillon, avec une approche un petit peu semi-quantitative, puisque vous allez vous rendre compte que certaines variants du gène qui correspondent à certaines bactéries sont massivement présentes, d'autres un peu plus rarement. Donc c'est pas purement quantitatif parce qu'il y a des biais dans les méthodes d'analyse, mais c'est quand même une indication aussi des bactéries les plus abondantes dans le jeu de données. Ça, c'est l'approche par gène amplifié. Et vous avez l'approche par séquençage complet, où là, vous prenez tout l'échantillon biologique et vous récupérez toute l'information génétique dans l'échantillon biologique. Donc si c'est une tique, vous allez avoir, comme on disait tout à l'heure, l'ADN de la tique, l'ADN qui correspond au sang qui reste dans la tique, et tous les microbes. Comme ça, on a pu retrouver du sang soit de goéland ou même du sang de panthère dans certains échantillons, puisque les tiques avant c'était nourri sur des animaux comme ça. Alors justement, on parle d'échantillons, on peut étudier soit faire du séquençage sur la tique en entier, mais on peut aussi cibler différents organes de la tique. Dans les publications, on parle de disséquer ses glandes salivaires ou ses ovaires. À quoi ça sert d'aller cibler précisément ces organes-là plutôt que d'étudier la tique en entier? Là, ça permet d'être plus précis, puisque la tique, on voit souvent ça comme une seringue qui va injecter des micro-organismes. C'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est un être vivant, comme vous, comme moi, comme vos chiens et chats. Et à l'intérieur, il y a différents organes. Et ces organes ont différentes fonctions, et les microbes savent très bien utiliser ces différentes fonctions à leur propre fin. Et les agents infectieux, qui vont être transmis par les tiques, vont avoir un tropisme particulier pour les glandes salivaires, puisqu'ils vont être injectés en même temps que la salive. Donc à un moment ou à un autre,
La plupart des agents infectieux vont se retrouver soit dans l'estomac de la tique, soit dans les glandes salivaires, et vont être injectés là. En revanche, dans les ovaires de tique, donc vraiment l'organe impliqué dans la reproduction des femelles, on va plutôt retrouver les bactéries symbiotiques, dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est des bactéries dont la tique a besoin, et elles vont transmettre à leur descendance ces bactéries, ce qui fait que les bébés tiques, les larves de tiques, dès la naissance, vont avoir ces bactéries symbiotiques qui vont leur donner leur vitamine B. C'est le bébé tique m'a un peu... C'est un truc mignon et un truc dégueu à côté. Larve de tique, n'ayez aucune pitié. Donc là, on vient de parler d'identification avec le séquençage, mais on peut aussi s'en servir pour faire du diagnostic. Oui. Alors, comment ça marche ? C'est une très bonne question. Et là, en effet, on touche un petit peu à la limite des pratiques qui existent aujourd'hui dans les tests diagnostiques, puisque en général, les laboratoires biomédicaux ou les hôpitaux ont des très bons tests diagnostiques. Ils utilisent ce qu'on appelle des gold standards pour cibler telle bactérie, tel virus, voire même tel variant du virus ou telle souche de tel virus. Ce sont des outils extrêmement puissants et qui permettent d'avoir un diagnostic très fiable, et c'est ça qui est important en médecine, avoir un diagnostic fiable, mais par contre, ils vont être très mauvais pour détecter des nouveaux variants ou des agents infectieux inconnus. Et c'est là où va intervenir le séquençage au débit, parce qu'en effet, à partir d'un échantillon biologique, on a accès à toute l'information génétique qui est à l'intérieur. Donc s'il y a un agent infectieux qui n'est pas connu, on va le trouver dedans. Et on se rendra vite compte qu'il n'est pas connu. Je peux peut-être citer le cas d'un exemple comme ça, parce qu'il y a des maladies qui sont découvertes comme ça. Et il y a quelques années, en Guyane, on a découvert une maladie à tique qui s'appelle l'anaplasmose de Sparwin. Pour l'instant, il y a un seul cas au monde, mais on est assez content d'avoir pu aider cette personne-là. C'était quelqu'un qui vivait au fond de la forêt en Guyane, dans un environnement assez isolé, qui était malade, qui s'est retrouvé hospitalisé à l'hôpital de Cayenne. Et à l'hôpital de Cayenne, tous les tests diagnostiques utilisés au service d'infectiologie sont ressortis négatifs ou avec des résultats ambigus. À défaut, ils lui ont donné de l'antibiotique. Par chance, la personne s'est rétablie, mais il n'avait pas de diagnostic. La personne est sortie et repartie chez lui, et on a eu accès à ces échantillons, ces prélèvements sanguins, quelques jours seulement après la sortie de l'hôpital, et on a pu identifier une bactérie, une nouvelle espèce de bactérie qui appartenait à un genre bien connu transmis par les tiques, le genre des anaplasmas, mais c'était une espèce bactérienne complètement inconnue qui était proche d'une bactérie qu'on avait déjà trouvée chez des paresseux, mais pas tout à fait la même. Et en fait, on a pu diagnostiquer en effet que ce patient, pas de chance pour lui, avait eu un agent infectieux inconnu pour la science à ce moment-là, et donc une maladie qui en effet ne pouvait pas être détectée dans un service hospitalier avec les tests classiques. Et vous parliez tout à l'heure du coût, donc du séquençage au débit. Donc ça veut dire qu'on s'en sert uniquement quand on n'arrive pas à trouver l'origine de symptômes, ou alors même comme ça reste compliqué de se servir du séquençage. C'est pas très développé, j'imagine, si ? Alors c'est très développé dans les laboratoires de recherche. Si vous êtes dans des laboratoires qui travaillent sur des questions d'écologie microbienne, la question ne se pose même pas, on ne peut pas faire ça. Voilà. Et mais comment vous allez avoir connaissance du cas ? Là, par exemple, en Guyane, oui. Comment vous avez eu connaissance de ce cas ? Alors, j'ai la chance de travailler dans un très bon laboratoire qui travaille vraiment sur ces questions-là, sur les agents infectieux, leur mode de transmission ou l'évolution des maladies en général. Et j'ai une formation en biologie évolutive et je m'intéresse vraiment à l'évolution des interactions entre les organismes. Et en fait, dans le cadre d'un gros programme en Guyane, on s'est intéressé un peu à toute la diversité des microbes qui étaient présentes chez les tiques en Guyane, à la fois bactéries symbiotiques, mais également les bactéries pathogènes. Et assez vite, quand on a commencé à identifier les bactéries pathogènes chez les tiques de Guyane, qui est quand même un environnement très particulier, c'est à 97% recouvert de forêt, c'est assez préservé, il y a énormément de faune sauvage, près de 400 espèces de mammifères et 700 espèces d'oiseaux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité d'agents pathogènes chez les tiques qu'on ne connaissait pas. Très différente de ce qu'on pourrait trouver en France métropolitaine. Et naturellement, on s'est intéressé à la faune sauvage et aux humains qui vivaient en forêt. Et c'est là où on a récupéré ces prélèvements. Et on a découvert ça. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'était purement par hasard, le diagnostic de cette maladie-là. Mais maintenant, c'est des choses qui commencent à être répandues dans les hôpitaux, notamment pour les détections de virus. On passe beaucoup par ça maintenant, de plus en plus. Mais ce n'est pas non plus une généralité dans les laboratoires biomédicaux.
Alors là, on parle d'agents pathogènes, mais quand on fait du séquençage, vous allez trouver des tas de micro-organismes dans la tique qui, eux, ne le sont pas nécessairement. Ouais. Est-ce que vous avez un moyen, vous, avec ces techniques de séquençage, d'arriver à déterminer tel agent potentiellement va être pathogène et celui-là ne le sera pas? Oui, non, ça c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on est toujours confronté chez les tiques. Et en fait, il y a un très gros biais déjà suivant les laboratoires qui analysent ces données-là, parce que beaucoup de laboratoires qui travaillent sur les tiques ont des approches médicales ou vétérinaires. Et en général, on s'est rendu compte de ça ces dernières années, il y a un très fort a priori sur un microbe chez une tique, c'est forcément pathogène. Ça, c'était très vrai il y a 20 ans, ça a commencé à changer il y a 10 ans, et maintenant ça a bien percolé. Quand on trouve des microbes chez les tiques, ils ne sont pas pathogènes. Donc moi, je suis dans un laboratoire qui s'intéresse aussi à des questions d'écologie et d'évolution, et on s'est vite rendu compte que beaucoup de ces bactéries, en effet, n'étaient pas infectieuses et ne présentaient pas un risque infectieux. Pourtant, l'information est intéressante, parce que vous regardez des microbes chez les tiques, c'est quand même bien de savoir que tous ces microbes-là, il y en a beaucoup en fait, vous n'avez pas à vous en soucier, ils ne sont pas infectieux pour vous. Et comment on peut faire la différence? Vous pouvez faire des expériences au laboratoire, voir si ces bactéries sont capables d'infecter des cellules de vertébrés ou des animaux directement, mais par des approches par génomique, vous pouvez reconstruire les génomes de ces bactéries, et vous pouvez regarder ce qu'ils contiennent. Et les bactéries, par exemple, qui sont symbiotiques chez les tiques, elles appartiennent à à plusieurs genres en fait, de bactéries, qui sont connus pour contenir aussi des bactéries très pathogènes pour les vertébrés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en comparant leurs génomes, on fait très facilement la différence. Les bactéries, les formes pathogènes de vertébrés, elles ont des très gros génomes avec des systèmes de sécrétion, des gènes impliqués dans la virulence, des choses très spécifiques pour infecter des cellules de vertébrés. En revanche, les formes symbiotiques chez les tiques, elles ont des génomes 3-4 fois plus petits parfois, et elles ont perdu tous ces gènes-là. Ils n'y sont pas. Donc c'est assez facile sur les génomes de faire la différence. Et on peut avoir une approche qui a un proxy, qui n'est pas parfaite, qui est de faire la phylogénie. C'est-à-dire qu'on peut faire la phylogénie, retracer l'histoire évolutive de ces bactéries, ou de ces virus, ou de ces microbes, en général, et voir à quelle branche ils appartiennent. Parce que très clairement, il y a des branches pathogènes et puis des branches non pathogènes. Donc c'est un proxy, parce que c'est pas fiable à 100%. Dans une branche pathogène peuvent émerger des bactéries non pathogènes, et dans une branche de bactéries non pathogènes peut émerger une souche virulente. Mais c'est quand même un bon proxy pour faire le distinguo entre les formes pathogènes, on va dire d'intérêt médical ou vétérinaire, et les formes non pathogènes. Et ces génomes, ils vous donnent aussi des indices de virulence, c'est-à-dire la dangerosité en gros Voilà, oui, si. Et, évidemment, donc si, par exemple, tout à l'heure, je parlais de cette bactérie, Anaplasma, qu'on a découvert chez l'humain, il y a tout un ensemble de gènes associés à la virulence de ces bactéries. Et on les retrouve avec parfois des variations, parce que chaque espèce bactérienne va avoir ses propres variations qui vont lui être spécifiques, mais on va retrouver des schémas moléculaires, des assemblages de gènes, des combinaisons, des systèmes de sécrétion qui vont être typiquement associés avec la virulence. Et une des limites que vous pointez également dans la publication sur cette étude, c'est la variabilité des résultats qui est liée au fait qu'il n'y a pas de protocole standardisé avec le séquençage. Alors, si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait, standardiser les protocoles pour pouvoir utiliser davantage le séquençage dans l'étude des maladies à tiques? Oui, alors cette histoire de variation des protocoles, elle est en train de se régler quelque part parce que les pratiques sont en train de s'harmoniser. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des approches qui viennent de recherche fondamentale, au début des recherches sur les microbiotes, etc. Donc ça vient vraiment des laboratoires de recherche. Et chaque laboratoire avait un petit peu sa propre recherche, comme quand ça a émergé. Et puis petit à petit, les méthodes tendent à converger. C'est-à-dire que ça fonctionne beaucoup par des modes essais-erreurs. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est le moins cher? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Donc les standards et les pratiques tendent à converger vers des choses qui sont devenues maintenant aujourd'hui extrêmement répétables et extrêmement fiables. Merci beaucoup Olivier Duron pour toutes ces informations. Voilà, on aura retenu que le danger avec les tiques, c'est pas automatique. Je cherchais un moyen de le replacer. Et on passe maintenant à notre séquence reportage, Aline, pardon. Oui, tout à fait, Lucie. Alors pour ce deuxième reportage sur la plateforme de technologie alimentaire du laboratoire Calicud, nous suivons Romain Domingo. Il est responsable du laboratoire de mesures physiques, rhéologiques et texture des aliments, et il va nous expliquer toutes les mesures qu'il met en œuvre. Par exemple, sur du pain, de la granulométrie de la farine, en passant par la viscosité des pâtons jusqu'à la texture de vos tartines. Oui, alors moi c'est Romain Domingo. Je suis technicien à l'UMR Calicud
Donc je travaille dans le laboratoire de mesures physiques, rhéologiques et texture des aliments. Alors la rhéologie c'est quoi ? En gros c'est un peu tout ce qui est la mesure physique d'un aliment, étudier sa viscoélasticité, l'écoulement d'un aliment. Alors moi je parle des aliments parce que je travaille du coup à l'UMR Cali Sud et on travaille du coup dans l'agroalimentaire, mais ça peut être la physique d'absolument n'importe quelle matière. Ça peut être la physique d'un plastique, d'un caoutchouc, mais voilà, comme je disais, nous ça peut être étudier l'écoulement d'un jus, voir s'il est plus liquide, plus visqueux notamment, ou d'un aliment plus solide. Voilà. Alors il y a différents matériels. On a tout ce qui est rhéomètre. Donc le rhéomètre, c'est vraiment pour étudier la viscoélasticité d'un produit. On peut aller le voir de plus près, ce rhéomètre ? Donc le voilà. Alors ça c'est le rhéomètre. Avec ce rhéomètre, comme je le disais, on mesure la viscoélasticité d'un jus, d'une pâte, d'un pâton. Voilà. On peut aussi simuler entre guillemets des cuissons. Donc voilà, si on veut étudier la physique d'un produit au cours d'une transformation, d'un procédé, donc imaginons on veut faire cuire du pain, on va partir du pâton qu'on va préparer nous, on va le poser sur cette plaque-là, et lui, le rhéomètre, il va monter en température pour simuler la cuisson du pain dans le four, et en même temps, nous, on va pouvoir tirer des paramètres rhéologiques, donc le côté visqueux, le côté plutôt liquide du produit du pâton, voilà, et voir sa transformation au cours de la cuisson. Et pourquoi c'est important de connaître la viscosité de ces aliments ? Alors pourquoi c'est important ? C'est parce que en fait, en fonction des matrices qu'on utilise, le produit va réagir de manière différente. Nous, on est là aussi pour donner des solutions à certaines entreprises dans leur formulation. Donc voilà, s'ils nous disent nous on travaille avec ce type d'aliment, cette quantité, etc. On va pouvoir nous caractériser la qualité de leurs produits, d'accord ? Et derrière leur donner des conseils. En disant, peut-être que si vous ajoutez un peu plus de ça et un peu moins de ça, la physique va réagir de manière différente et vous aurez quelque chose de peut-être plus souple, plus facile à manger, ou alors même on peut aussi travailler sur le procédé en lui-même, en leur disant, la cuisson, peut-être qu'il faut moins la pousser, ou alors il faut peut-être faire une fermentation plus longue sur le pain. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est aussi d'analyser ce qu'on a au tout début, la matière première, qui est en fait la farine. Donc pour cela, on a ce qu'on appelle un granulomètre laser. Alors, c'est important de contrôler la granulométrie de notre matière première, parce qu'en fonction de sa granulométrie, l'hydratation, si on parle du pain, sera un peu différente. Avec des grosses particules ou avec des plus petites particules, on va devoir ajouter plus ou moins d'eau, et la physique de l'aliment va être différente en fait. Voilà. Donc on utilise ce granulomètre laser, qui lui va analyser, comme son nom l'indique, la taille de particules de nos farines, de nos poudres. Alors c'est un système par laser, par diffraction de la lumière tout simplement. Donc en gros on a 2 lasers qui sont à l'intérieur de ce granulomètre qui vont du coup impacter directement la particule, et ce laser va donc être diffracté et détecté par les 63 ou 64 je sais plus détecteurs qui sont autour, et en fonction de l'angle de diffraction, lui, par une transformation on va dire informatique, etc. dans le logiciel, va pouvoir nous donner la taille de particules, en tout cas la répartition granulométrique de taille de particules de notre farine, de notre produit. Voilà. Et là aussi, du coup, en faisant cette analyse-là, on peut donner des conseils aux producteurs de farine, notamment, en leur disant, si vous utilisez ce type de broyeur, potentiellement, vous pouvez avoir ce type de granulométrie et vous pouvez faire ce type de produit après à la transformation. Voilà. Donc là, on part de la farine, après on a fini sur le pain, et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, là, c'était plutôt le pâton, et à la fin, on a le pain. Donc une fois qu'on a fini la cuisson, on va utiliser tout ce qui est texturométrie, donc le texturomètre qui est juste là. Enfin, on en a plusieurs. C'est lui, d'accord. Donc ça, c'est le texturomètre. Donc on peut imaginer qu'on a un morceau de pain juste ici. Et lui, le texturomètre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en fait une compression. Alors il peut faire plusieurs choses, hein. C'est un instrument qui est très très, qu'on peut utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser pour mesurer une extension de pâte, ou alors, comme je vais vous le présenter là, la dureté d'une mie, d'une croûte. Donc voilà, le texturomètre sert à ça. C'est une fois que le produit est terminé, on va voir, après tous les procédés qu'on a pu faire, quelle est du coup la qualité de notre produit à la fin. Mais nous, on a vraiment vocation à faire de la recherche, et surtout en association avec des partenaires des pays du Sud, donc des partenaires étrangers. Et pour développer par exemple un protocole sur le texturomètre, on est beaucoup en fait en association, en collaboration avec ces partenaires par le biais de projets.
Et en gros, nous, quand on développe du coup on va dire un protocole, soit on s'appuie sur des publications déjà existantes, soit on s'appuie sur des normes qui existent aussi. Mais quand c'est des produits du Sud, donc racines type manioc ou igname, tubercule, etc., ces normes, elles n'existent pas ou voire jamais en fait. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore avec eux. Eux, ils ont du coup le savoir-faire de la transformation du produit, ils ont le produit sur place, et nous, on a le savoir-faire avec tout ce qui est instrumentation, etc. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.